Social selling. Et aussi, c'est de créer des campagnes avec des éléments de conversion différents pour toujours aller chercher une nouvelle audience. Si vous ciblez qu'en achat, disons conversion achat, c'est sûr que les gens qui sont dans la catégorie, disons, conversion add to cart sont différents dans la manière que Facebook va les cibler. C'est vraiment une autre audience qu'on peut aller chercher quand on a déjà des bons résultats en achat. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Je suis votre host, votre présentateur Antoine Dalmas. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un directeur de compte que vous connaissez. Ça faisait un petit moment qu'il n'était pas passé au micro, donc je suis ravi de recevoir. Louis-Daniel Binette est avec moi. Comment ça va, Louis-Daniel? Salut Antoine, ça va super bien et merci de me recevoir à nouveau sur Social Selling. C'est vrai que tu étais un méga habitué des épisodes questions-réponses. Et là, pour le coup, je vais te poser des questions, mais ça va pas être pour ce concept que je t'ai appelé. En fait, je me baladais chez je me baladais chez un de ses clients et j'ai noté un truc que je vais vous expliquer tout de suite. Voilà, en janvier 2021, ce client avait dépensé en tout $22,000. En janvier 2022, il avait dépensé $33,000. Et en janvier 2023, c'est plus de $98,000 dépensés en publicité Facebook, une augmentation de 197% par rapport à 2022. Il faut savoir que tu as eu une croissance explosive ces derniers mois, parce que pour rappel, en septembre 2022, on était encore à $35,000 en termes de budget, soit un petit peu plus de $1,000 par jour à gérer, alors qu'aujourd'hui, tu pilotes entre $2,500 et $3,000 de dépenses. Ouais, c'est vraiment des chiffres qui sont très impressionnants, surtout parce que l'augmentation du budget et des ventes, ça n'a pas été causé par un événement spécifique externe, comme on avait eu au début de la pandémie, qui faisait en sorte que les gens étaient forcés de rester chez eux et d'acheter en ligne, et aussi que les résultats ont tenu sur plusieurs mois de manière continue et ne montrent pas d'essoufflement. Effectivement. Et d'ailleurs, ce qui serait intéressant, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton client et son domaine d'activité? Oui, tout à fait. Donc, le client, c'est une marque qui vend divers produits pour cheveux, que ce soit des traitements pour améliorer la santé des cheveux ou pour les coiffer. On vend essentiellement aux femmes de 40 ans et plus qui désirent avoir les mêmes résultats d'un salon de coiffure, mais à la maison. Donc, le branding est vraiment basé sur ce que je viens de dire et c'est vraiment ça la proposition de valeur. Mais il faut aussi savoir que l'entrepreneur à la tête de l'entreprise est plutôt connu de notre audience cible puisqu'il a déjà apparu dans les médias. Donc, c'est certain que ça vient nous aider ici. OK, donc c'est une figure déjà connue. Donc, forcément, ça aide. Mais ça n'empêche que tu as eu des résultats assez dingues. Et je pense que vous l'avez compris aussi, mais son dernier Black Friday, c'est très, très, très bien placé. Globalement, son Q4 2022 représente 36% de ses dépenses annuelles, ce qui est beaucoup. Est-ce que tu veux nous en parler avant qu'on passe à la suite? Oui, tout à fait. Donc, en premier, je vais peut-être comparer en fait certains chiffres entre le montant des budgets et le montant des ventes par rapport à Q4 2021 versus 2022, donc ce qu'on vient de vivre. Alors, au niveau du budget, Q4 2021, donc octobre, novembre, décembre, on était à $100,000 et en 2022, on était à $220,000 de dépensés sur Facebook uniquement. C'est une augmentation de 120%, ce qui est assez significatif. Au niveau des ventes, 2021, c'était $588,000 et 2022, $897,000, donc une augmentation de 53%. Et en fait, ici, au niveau de la stratégie qui a été utilisée en 2022, qui n'avait pas été celle de 2021, mais ça a été une stratégie gagnante. Donc, la promotion qu'on a faite au niveau du Black Friday, c'est faite en 2 phases, et ce qui nous a permis d'aller chercher ces bons niveaux de vente et de maintenir ça tout au long de Q4, même à ce jour, avec l'acquisition de clientèle, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Black Friday, donc en novembre 2022? Il y a eu 2 phases de notre promotion. La première, qu'on a appelée pré-Black Friday, a été annoncée seulement aux clients existants, et la promotion était la suivante. Lorsque vous achetez 2 produits identiques, et ça, c'est super important à comprendre, c'est quand la personne achète 2 produits identiques, elle obtient le 3e gratuitement. Donc ici, ce que ça fait, c'est qu'on amène les gens à se créer un inventaire à la maison. Et je le rappelle, la promotion a été diffusée seulement aux clientes existantes. Donc, c'est des gens qui auraient de toute manière seraient venus dans la boutique acheter leurs produits qui viennent à tous les mois, tous les 2 mois. Et là, on leur dit une promotion
Si vous en achetez 2, vous en avez un troisième gratuitement. Donc, profitez-en, faites votre inventaire et ça a fait augmenter le panier moyen, évidemment, et le nombre d'achats. Et par la suite, la deuxième phase, c'était un Black Friday vraiment ouvert à tous, qui était un classique 20% sur tout en boutique. Donc, cette combinaison de 2 phases au niveau du Black Friday a vraiment fait en sorte que les ventes ont explosé et qui nous a permis d'augmenter les budgets. Une autre partie importante à mentionner qui s'est passée beaucoup en Q4 2022 et qui n'avait pas été utilisée en 2021, c'est l'utilisation des affiliés pour obtenir des vidéos témoignages ou bien de démonstration de produits. Donc, c'est soit des gens qui vont prendre une commission, des coiffeuses, disons, qui vont présenter les produits, qui vont donner leur avis, qui vont prendre une commission lorsqu'on va vendre un produit via leur publicité. Mais parfois aussi, c'est des clientes, tout simplement, qui vont tourner des vidéos et nous les envoyer pour qu'on les utilise sur la plateforme publicitaire. Donc, et un troisième point super important, ça a été de faire du mailing en masse. Le mailing a vraiment été un catalyseur aussi au niveau des ventes là, avec la liste courriel qui augmente de plus en plus. Je vais vous en parler un peu plus tard durant le podcast, mais ça a été super important. Et une petite note aussi à ajouter, je dirais, on était un petit peu craintif par rapport à décembre 2022. Par rapport justement à décembre 2021. Parce qu'en 2021, le client a lancé une nouvelle gamme de produits, un coffret, un bundle, et en 2021, ça a super bien fonctionné. Il y a eu beaucoup d'engouement parce que ça a été un lancement réussi. En décembre 2022, on n'avait pas de lancement, on n'avait rien de plus. Donc, on avait une petite crainte que les ventes allaient justement être plus basses que 2021. Et finalement, au contraire, on a dépassé on a battu tous les records et on était bien au-delà des attentes. Je tiens à appuyer aussi un point dont tu as parlé, c'est les vidéos d'affiliés et les vidéos aussi de clients. Ouais. C'est des vidéos qu'on a montrées d'ailleurs dans la J7 Academy. Et je peux vous assurer que les vidéos, il y a rien de travaillé. C'est une dame sur sa table de jardin qui se filme et qui parle pendant 2 minutes 30 d'un produit, donc d'un shampoing par exemple. Et effectivement, ça a super bien marché, battant même des publicités qu'on faisait nous-mêmes avec avec nos motion designers, nos graphistes. Donc encore une fois, la force du UGC. Maintenant, j'aimerais t'amener sur le sujet qui m'intéresse. J'ai regardé la courbe des dépenses de ton client depuis 2020 et je veux t'entendre là-dessus. Généralement, janvier, c'est comment pour ton client, historiquement? Historiquement, honnêtement, en excluant novembre et décembre, évidemment, parce que c'est des périodes qui sont peut-être trop volumineuses en termes de vente parce que c'est des périodes spéciales, on est dans la moyenne annuelle, voire un peu en bas. Donc, il n'y a rien de très affolant normalement. On reste sensiblement au même niveau que la moyenne de l'année. D'accord, ok, comme ça on est sûr. Alors maintenant je te pose la question, qu'est-ce qui a changé cette année? Pourquoi du jour au lendemain, ton budget Facebook Ads dépasse de 13 000 $, celui de novembre? Ouais, donc ici c'est sûr que les réponses que je vais mentionner, c'est pas nécessairement 100% des causes. On voit qu'il y a eu des bons résultats cette année, qu'on a continué avec des grosses dépenses publicitaires et donc j'ai entouré quelques éléments qui pourraient expliquer ça. Et attends, petite parenthèse, parce que je pense que toi qui gères des publicités depuis longtemps, qui a fait déjà plusieurs Black Friday, je pense que tu as déjà dû entendre cette phrase de la part d'un client. On arrive fin décembre et le client va te dire je pense qu'on a passé un peu la grosse période, allez on diminue les budgets, tu vois. Ouais. Là je pense qu'on va pas vendre autant et puis on a passé un peu la folie des fêtes, on réduit le budget, on réduit la voilure. Toi ça n'a pas du tout été le cas, c'est pour ça que c'est intéressant. Je te laisse continuer, pardon. Non, exactement, pas de problème. Aussi, petite parenthèse, le client est très connaissant au niveau du marketing web, donc il comprend l'importance de quand ça va bien, on continue tant qu'on voit des retours et qu'on peut faire de l'acquisition pas trop cher. Donc, ça a été vraiment une bonne combinaison d'éléments qui ont fait en sorte que ça a été explosif. Donc, en janvier 2023, cette année, pourquoi on est en mesure de dépenser un 98 000 qui était plus que novembre et décembre, isolés, pas ensemble, mais isolés. Donc, ce que j'ai entouré comme élément, c'est premièrement, il y a eu certainement un engouement autour de la marque qui a fait boule de neige. On s'entend, si on dépense beaucoup en Q4, il y a beaucoup d'acheteurs, probablement qu'il y a beaucoup de bouche à oreille aussi qui se font, du référencement un peu naturel. Donc, on a capitalisé sur l'opportunité d'augmenter les dépenses pour en profiter au maximum de cet engouement. On a vu aussi beaucoup de recherches sur Google pour la marque. Elle prend de plus en plus de place dans les recherches organiques. Donc, c'est super intéressant justement à en profiter de cet engouement pour la marque. Sinon, il y avait une petite promotion de quelques jours au début janvier où les gens pouvaient recevoir un produit gratuit à l'achat de 2 autres produits différents. Ça a certainement pu aider au niveau des ventes, mais ça n'explique pas la hausse des résultats par rapport
à novembre ou décembre, mais je pensais que c'était quand même important à mentionner. Un autre point, c'est qu'on a capitalisé sur les nouvelles acquisitions de clients effectuées en Q4 2022. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important à comprendre. Ici, puisque le produit se consomme en quelques semaines, c'est des produits pour cheveux, je le rappelle. Donc, un shampoing, ça peut passer, disons, en un mois et demi, ça dépend comment les gens l'utilisent. Mais la grande masse de nouveaux clients qui ont été générés en novembre et décembre, étaient prêts à acheter une deuxième fois en janvier. Et c'est pour ça aussi qu'on a pu garder des budgets élevés parce que là, notre remarketing, notre ciblage sur des clients déjà existants qu'on a générés en novembre ou décembre, eh bien, on a pu aller les rechercher à nouveau pour un deuxième achat. Et à ce sujet, n'oubliez pas, si vous avez un ROAS cible pour votre entreprise qui est, disons, autour de 3 et que vos résultats publicitaires actuellement donnent un ROAS de 5, vous laissez probablement de l'argent sur la table si vous n'augmentez pas les budgets. Et donc, c'est en suivant ce principe de toujours aller chercher notre ROAS cible qu'on a continué à être très agressif sur Facebook en 2023. Et finalement, un dernier point que j'ai encerclé pour les dépenses de janvier 2023, c'est que ce qui nous a aidé, c'est vraiment l'ajout constant de nouvelles vidéos témoignages venant des affiliés, venant des clientes. Ce sont des contenus qui ne font pas du tout publicité, qui génèrent en général de très bons résultats. Donc, ça vient créer une excellente balance dans le compte où on voit des publicités plutôt traditionnelles avec des designs, du montage, avec une offre, un pourcentage de rabais, puis des publicités qui font très amateur, très UGC de votre ami qui vous conseille sur un produit. Donc, c'est ce qui a aidé à garder les dépenses aussi élevées en janvier 2023. Si je dois faire une petite synthèse, donc tu as expliqué le UGC fonctionne très très bien et tu as eu une manne de publicités qui ont pu que tu pouvais prendre un peu quand tu voulais parce que ça arrivait en cascade. Tu as eu un momentum, c'est-à-dire que ton Q4 s'est très très bien passé et au lieu de tout freiner parce que on se dit que janvier va pas être capable d'encaisser, justement vous faites tout l'inverse et vous ne lâchez rien. Ensuite, au début janvier, tu as fait l'extension de ta promotion, c'est-à-dire qu'en novembre, tu parlais d'une promotion qui ne visait que les clients existants de cette marque, à savoir si tu achètes 2 produits, tu en as 3, et bien là, tu l'as ouvert à Facebook Ads, donc ouvert à tout le monde finalement. Et tu as aussi un contexte de consommation qui est propice au renouvellement. C'est-à-dire qu'un shampoing, une fois qu'il est fini, il t'en faut un autre, c'est certain. Donc c'est probable que des personnes qui ont acheté en novembre, décembre, arrivent en janvier, leur produit est terminé s'ils n'ont pas eu justement cette promotion de 3 shampoings pour le prix de 2. Donc là, tu peux aller récupérer les gens. Mais finalement, ça peut être quasiment infini, ce genre de contexte. Dès le moment que tu pousses à fond, c'est infini. Ouais, exact. Et justement, un des enjeux ou un des points qu'on voulait travailler surtout avec ce client pour cette année, c'est d'aller chercher beaucoup de nouveaux clients pour qu'on puisse vraiment faire une croissance des ventes par rapport à ça, vraiment au cycle d'utilisation, que les gens, quand ils tombent en amour avec le produit, bien ils viennent une fois par mois, ils reviennent une fois par mois acheter. Donc, plus on fait de l'acquisition, plus on est capable d'offrir un bon service, un bon produit, peu importe. Eh bien, c'est des ventes ensuite qui vont se faire presque tout seul. On va mettre un petit budget en remarketing sur Facebook, ça va aider le mailing évidemment pour rappeler aux gens qu'on est là, mais ça fait toute la différence d'aller chercher de l'acquisition puis de générer ses ventes récurrentes par la suite. À noter aussi que c'est encore plus intéressant pour toi de faire un énorme score en janvier. Pourquoi ? Parce que le coût par 1000 impressions est beaucoup plus bas qu'en novembre et en décembre. J'en profite du coup, comment se structure ton compte à présent ? Quelles sont les audiences utilisées? Comment est réparti ton budget? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a sur un compte qui dépense $3,000 par jour? Ouais. Donc, c'est intéressant ici. Faut quand même se rappeler, c'est un compte qui est 100% au Québec, un petit peu dans le reste du Canada, mais c'est essentiellement au Québec. Donc, une audience de, disons, 8 millions, entre 6 et 8 millions sur Facebook. Là. Donc, quand on regarde le compte présentement, là, je vais parler de du nombre de campagnes, comment c'est structuré. Ben, ça peut quand même sembler intimidant à première vue, puisqu'en 2023, il y a eu un total de 17 campagnes, dont 11 qui sont toujours actives à ce jour. Par contre, 3 de ces 17 campagnes ont pris 65% du budget en 2023. On concentre donc la grande majorité du budget dans 3 campagnes ou 18% des campagnes totales. Et tous les autres campagnes vont servir soit à faire des tests pour ne pas déranger nos campagnes principales dans leur phase d'apprentissage et dans leur vélocité, si je peux dire ça comme ça, et servent soit à utiliser un autre objectif de conversion comme ajout au panier ou vue de vidéo pour aller chercher
une autre audience pour réchauffer ces gens-là. Et bien finalement, les autres campagnes vont aussi servir à lancer une promotion spécifique, disons de quelques jours. Ça peut être une flash sale. Donc, on a créé toutes ces campagnes, mais essentiellement, il y en a 3 qui prennent 65% du budget et c'est sur celle-ci qu'on se concentre. Et au niveau des audiences, ben comme je le dis, puisqu'on est au Québec, on n'utilise que la broad et les audiences de reciblage. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Donc, tu as quelque part un scale qui est horizontal, dans le sens où, effectivement, tu as des grosses campagnes, mais tu en as plusieurs qui viennent s'ajouter au fur et à mesure, soit qui sont en lifetime, soit qui sont d'ailleurs evergreen, dans le sens elles ne s'arrêtent pas. Je pense à des campagnes d'achat au panier, de vide vidéo. Ça, c'est un point dont on a déjà parlé sur Social Selling. Pourquoi utiliser ce genre de campagne, surtout quand vous avez évidemment le budget pour? C'est parce que faire tourner une campagne de vide vidéo ou d'achat au panier vous coûtera moins cher en termes de CPM qu'une campagne de conversion. La conversion, c'est un peu le truc le plus cher parce que c'est un peu le truc le plus difficile. Or, vous pouvez très bien aller travailler en amont pour moins cher des audiences que vous connaissez bien, qui fonctionnent en achat, mais aller les chercher en ajout au panier, en vue de vidéo, en trafic, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Est-ce que tu utilises aussi, moi, je pense que oui, mais le DPA, donc les Dynamic Product Ad, et notamment avec des campagnes dédiées pour les anciens acheteurs? Ouais, non, 100%. Ça, c'est quelque chose qui tourne aussi en continu dans le compte. C'est sûr qu'on a beaucoup de budget sur des campagnes qui ont des audiences, disons, d'acheteurs et de visiteurs sites web, donc qui sont pas des campagnes DPA. Donc, notre campagne DPA va avoir un budget, mais pas si élevé, juste pour faire attention au niveau de la répétition et tout ça, parce qu'on a déjà beaucoup de budget en remarketing, mais c'est toujours un plus d'avoir cette campagne dans le compte. Là. C'est sûr que ça va aller créer des conversions aux gens qui étaient vraiment sur le bord d'acheter et qui finalement ils n'ont pas passé à l'action. Donc, c'est super intéressant aussi à mettre en place. Là. Je fais aussi une petite note, mais c'est très probable, si c'est la première fois que vous lancez des campagnes DPA, c'est des catalogue sales maintenant. Ouais. Et voilà, le nouveau terme. Là, je sortais le terme de 2020, 2021, du Power Editor, tout ça. C'est la première fois que vous lancez le genre de campagne, vous allez voir que la fréquence est très élevée, beaucoup plus élevée qu'une campagne standard. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que sur 14 jours, votre campagne standard de retargeting, elle soit peut-être à 6 et que le DPA soit à 15. C'est tout à fait normal. Ce qu'il faut regarder surtout là, c'est plutôt votre coût par achat et votre retour sur investissement. Voilà, la façon dont tourne le catalogue sales fait que la fréquence affichée est beaucoup plus élevée. J'enchaîne avec la prochaine question. Qu'est-ce que tu testes en ce moment? Et du coup, c'est quoi la suite pour ce client pour maintenir ce scale et pas redescendre? Donc oui, ici, on va élaborer la stratégie que j'utilise pour ce compte-là. Donc, je vais mentionner quelques points. Mais comme vous allez le constater, ce qui est important, c'est d'être diversifié à plusieurs niveaux si on veut atteindre un scale intéressant, surtout dans une audience qui va être un peu plus restreinte. Comme au Québec, on le dit, c'est 6 à 8 millions maximum sur Facebook. Donc, point numéro 1, nous, pour ce client en particulier, on veut promouvoir 5-6 produits différents, mais en simultané via Facebook. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on crée une campagne, une seule campagne. Disons, si on y va en acquisition froide, on va créer une campagne et un ad set par produit pour bien contrôler le budget qui va vers chacun. Donc, si c'est vraiment ça, c'est la raison pourquoi on les structure ainsi, c'est pour contrôler le budget qui va vers chacun des produits. S'il y a un produit qui est plus disponible ou qu'on veut en mettre justement plus, on va pouvoir le faire étant donné que c'est séparé par ad set. Et chaque ad set, comme je l'ai dit aussi, on est en broad, donc c'est la même audience pour tout le monde, un ad set par produit. Donc, on a 5-6 ad sets par campagne quand on fait ça. Et d'ailleurs,
notre campagne est en CBO, ce n'est pas en ABO. Donc on met, par contre, on met un budget minimum sur tous les ad sets. Donc, on contrôle d'une certaine façon combien spécifiquement vont aller minimalement. Mais en étant CBO, ça va permettre à Facebook par la suite de redistribuer le surplus vers les ad sets ou les produits qui sont les plus rentables dans le moment. Donc, on a trouvé que c'est une façon assez intéressante de procéder. C'est un bon entre-deux là, entre le ABO, CBO et tout ça. Donc, point numéro 2, on utilise, comme je l'ai dit aussi, de plus en plus les contenus vidéo témoignages venant d'affiliés ou de clientes, en plus de nos publicités avec un design. Donc, on leur donne encore de plus en plus de budget en 2023 et on va en chercher plus aussi. Donc, on a plus de vidéos, on met plus de budget et ça vient créer une certaine balance dans le compte. Donc, c'est quelque chose, une stratégie en tout cas qu'on va continuer à faire et à peaufiner avec le temps. Point numéro 3. Présentement, on teste un webinaire qui tourne en continu et qui explique aux gens comment atteindre un résultat X pour ses cheveux. Et à la fin, on propose un coffret de produits qui vont permettre à la personne d'y arriver. Donc, si je résume ici, on donne gratuitement la théorie à une audience, puis on propose aux gens d'acheter les produits pour y arriver et ça génère de bons résultats. C'est super bon pour aller chercher différents types d'audience qui n'auraient peut-être pas converti directement avec une annonce, avec une visite site web. Là, c'est vraiment le propriétaire de l'entreprise qui donne un cours de 1 heure carrément sur comment, avoir plus de volume dans ses cheveux. Et à la fin, il propose son produit, montre des témoignages de gens qui ont vraiment adhéré au produit et pour qui ça a fonctionné. Je fais une petite parenthèse. Stéphanie Tifo, qui était passée qui passe tout le temps d'ailleurs sur Social Selling, m'en avait parlé à propos de justement du réchauffement d'audience pour le Black Friday, mais que certains annonceurs e-commerce faisaient maintenant des webinaires. J'étais un peu, comment dire, pas choqué, mais surpris d'entendre ça. Surprend, ouais, ça surprend. Et effectivement, ici, je trouve que ça trouve tout son sens parce que tu vends un produit qui te permet d'atteindre tel résultat. Donc, pourquoi ne pas justement travailler sur ce point? Oui, tout à fait. Il faut vraiment que ça fasse aussi du sens avec votre marque. On fait pas un webinaire pour faire un webinaire parce que vous avez entendu ça sur Social Selling. Il faut absolument tout tester. Si ça fait du sens pour votre entreprise, si vous vendez des produits qui vont justement répondre à un besoin, que les gens, des fois, ont besoin d'une certaine éducation sur comment l'utiliser, faites-en une formation. Ciblez le problème, faites une formation sur ce problème, puis dites la solution c'est quoi? Ben c'est nos produits, et voilà, on vous fait une offre justement à la fin. Donc oui, ça fonctionne super bien. C'est quelque chose, j'imagine qu'on va pouvoir élaborer avec d'autres clients, mais il faut quand même avoir les moyens de faire les webinaires et il faut quand même être bon devant la caméra pour le faire, soit dit en passant. Mais c'est quelque chose qui se pratique et qui peut être super intéressant à ajouter à votre stratégie si ça vous ça s'applique à vous. Je te pose juste une autre question avant que tu enchaînes, mais à plusieurs reprises, tu as parlé d'audience large, d'audience broad. Je pense que c'est effectivement le genre d'audience qui arrive naturellement à passer un certain cap de dépenses. Ma question, c'est parce que je t'ai toujours pas entendu parler de ça, est-ce que tu as testé les campagnes Advantage Plus? Est-ce que ça tourne en ce moment ou pas? Oui, ben justement, pour la campagne du webinaire actuellement, on l'a commencé avec une Advantage Plus. Et ça fonctionne très bien. On l'a pas essayé sans. Donc, il faudrait maintenant que je fasse un comparatif de la campagne webinaire avec Advantage Plus et sans Advantage Plus pour voir qu'est-ce que c'est. Mais oui, on l'utilise. Si je peux donner sinon une petite parenthèse là, sur le Advantage Plus, je l'ai essayé sur sur un autre client qui n'avait pas donné de bons résultats non plus. Donc, c'est pas une valeur sûre de ce que je vois présentement sur les comptes publicitaires, mais définitivement, c'est quelque chose qu'on doit tester. Donc, ici, pour le client, ça fonctionne bien. Pour un autre, ça peut moins bien fonctionner. Donc, vraiment, garder un œil sur ces campagnes quand même si vous les testez. Attends, petite question alors du coup, parce que j'en avais parlé sur Social Selling. Je suis désolé, à chaque fois que tu parles, ça va m'ouvrir d'autres portes, mais ce que j'avais pu observer avec les clients de J7, c'est que les Advantage Plus, généralement, étaient un booster pour des éléments qui avaient déjà fonctionné par le passé. Okay. Donc, ma question pour ton client sur lequel l'Advantage Plus n'a pas fonctionné, il y en aura deux, c'est est-ce que c'est un client sur lequel peut-être il y a une recherche encore de l'offre à faire et c'est-à-dire est-ce que de manière générale ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas bien? Et deuxième question, est-ce que du coup les éléments qui ont été testés dans l'Advantage Plus
avaient eu des résultats probants avant ou pas? Ouais, exactement. Ben, c'est un bon point que tu amènes. Non, c'est pas sur des éléments qui ont fonctionné. Pour s'y mettre du contexte, ce client dont je parle que ça n'a pas très bien fonctionné, c'est on essaye de pénétrer le marché aux États-Unis. Donc, on est en ce moment en train de trouver la recette magique pour que ça fonctionne. Donc, évidemment, le Advantage Plus nous a pas amené à un autre niveau, mais moi, je vais dans le sens que tu vas. Si jamais vous avez des publicités ou des choses qui ont déjà fonctionné, ça vaut la peine de le tester en Advantage Plus. Je t'arrête de te couper, c'est bon. Allez, on retourne, on ferme la parenthèse, on continue. Donc, un 5e point de la stratégie qu'on met de l'avant avec le client en 2023, ça aussi j'en ai déjà parlé, mais c'est de faire des campagnes tests pour tester différents créatifs ou des audiences qu'on va ensuite sélectionner les meilleurs éléments qu'on va conserver dans nos campagnes principales. Et aussi, c'est de créer des campagnes avec des éléments de conversion différentes pour toujours aller chercher une nouvelle audience, si vous ciblez qu'en achat, disons, conversion achat, c'est sûr que les gens qui sont dans la catégorie, disons, conversion add to cart sont différents dans la manière que Facebook va les cibler. Ouais, exact. C'est vraiment une autre audience qu'on peut aller chercher quand on a déjà des bons résultats en achat. Donc, d'ajouter ces autres événements de conversion va nous aider à aller chercher du scale et des résultats sur le long terme. Et aussi, on parlait de mailing, ça va être important ici de continuer à faire du mailing parce que la liste courriel du client, le nombre de contacts est de 66 000 personnes, dont 52 000 qui sont des acheteurs. Donc, quand tu as 52 000 acheteurs dans ta liste courriel, il faut que tu capitalises là-dessus, que tu continues à envoyer soit des rappels, vous pouvez renouveler votre stock de produits, on a un nouveau produit pour vous, un rabais, quelque chose, des promotions, justement quand je disais qu'il y avait des promotions dédiées qu'aux acheteurs. Donc, il faut vraiment s'en servir là, tout ce qui est mailing à ce niveau-là. De toute façon, je connais pas d'annonceur qui arrivait à un certain stade de dépense sans email. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Je te propose de passer à la dernière question. Je pense à nos auditeurs qui t'écoutent, qui nous écoutent, et j'aimerais pouvoir leur donner les meilleurs conseils à leur niveau. Comment est-ce qu'un annonceur similaire pourrait appliquer cette stratégie et s'approcher de ses résultats? Ouais. Il y a quelque chose que j'ai pas encore abordé, c'est que ce qui est super important, c'est de répondre aux commentaires sous vos publicités. Il faut vraiment être proactif à ce sujet parce que, premièrement, ça vient gonfler l'engagement de vos pubs. Ça donne des réponses aux autres personnes qui se posaient les mêmes questions et en plus, vous envoyez comme signal que vous avez un excellent service à clientèle. Si votre marque prend le temps de répondre à tout le monde sur Facebook, sous les publicités quand ils posent des questions, ben ça veut dire que vous avez un bon service à clientèle, vous allez répondre aux courriels si jamais il y a un problème. Donc, ça vient mettre beaucoup de confiance dans la tête des gens. En plus de répondre à leurs questions, peut-être que vous allez générer des conversions juste en répondant à leurs questions. Sinon, c'est d'avoir une certaine balance entre vos publicités qui disent clairement aux utilisateurs d'acheter vos produits et une balance avec vos publicités qui sont des témoignages, qui sont des démonstrations de produits, qui ne cherchent pas nécessairement à vendre directement, mais implicitement, oui, parce qu'on a des liens qui redirigent vers le site web, on a des commentaires positifs d'une personne qui disent « vous devriez l'essayer vous aussi », mais c'est pas perçu comme étant une publicité de vente en tant que telle. Donc, c'est vraiment d'avoir cette balance-là de témoignages très vrais, comme une amie ou un ami qui vous donnerait un conseil sur un produit. Et d'avoir évidemment des publicités qui sont beaucoup plus directes au but, donc qui disent d'acheter, qu'il y a une promotion, venez voir le produit, etc. Et si vous n'avez pas de témoignage vidéo, bien, allez en chercher. c'est aussi simple que ça, parce que c'est sûr que c'est pas évident d'en avoir. Là. C'est plus facile à dire qu'à faire d'aller chercher des vidéos témoignages, mais vous pouvez rémunérer des gens pour les encourager à vous créer une bonne vidéo. Ça peut être, comme je l'ai dit, des affiliés, ça peut être des clientes. Vous leur dites, faites-moi une bonne vidéo de 2 minutes, 3 minutes, puis on va vous donner, disons, un coupon rabais sur votre prochain achat, mais il faut que ça soit une vidéo quand même qui est vraie, qui est un vrai témoignage. Par contre, sur ce point, si vous allez chercher ces vidéos, il faut quand même coacher les gens pour ce qui est de la technique vidéo, le son et peut-être donner un petit peu d'aide au niveau du script, quels seraient les points à mentionner dans la vidéo, juste pour faciliter la chose à la personne qui va tourner une vidéo pour vous. Et si vous en avez l'opportunité, peut-être d'aller vraiment directement chez la personne ou dans un studio pour tourner ses capsules. C'est super intéressant et je pense que c'est vraiment un investissement à faire pour votre entreprise si jamais vous n'en avez pas encore de telles vidéos.
Un autre point important, ce serait évidemment de ne pas laisser d'argent sur la table. Donc, de connaître votre retour sur investissement cible et essayer de ne jamais aller au-dessus pour maximiser votre acquisition de clients en augmentant votre budget. Comme j'ai dit, si votre ROAS cible, c'est de 3, puis vous avez depuis 2 mois un ROAS de 5, c'est le fun. Il y a peut-être plus de rentabilité, mais vous pourriez aller encore plus vite sans vous nuire. C'est ça l'objectif, c'est d'aller chercher de l'acquisition de clients le plus rapidement possible pour capitaliser sur les ventes récurrentes qui vont revenir de ces gens-là qui vont être des acheteurs au final. Donc, votre entreprise va grossir plus rapidement, théoriquement. Et finalement, c'est de penser à des façons d'augmenter la valeur du panier moyen. Ça, c'est super intéressant. J'ai découvert ça, là, je vais vous l'expliquer. Premièrement, pour augmenter la valeur du panier moyen, vous pouvez soit créer des bundles, donc réunir des produits, puis faire un petit rabais, mais justement, le prix du bundle va être plus élevé qu'un produit individuel. Donc ici, ça crée des paniers moyens plus élevés. Et là où c'est très intéressant, c'est vous pouvez mettre, je crois par contre que c'est seulement avec Shopify Plus, si vous avez Shopify, ou je vous conseille de regarder ça de votre côté, mais c'est de mettre un upsell au niveau du checkout. Et aussi mettre un upsell après le checkout. Ce même client sur lequel on a fait le podcast aujourd'hui m'a confié qu'avec l'ajout des 2 upsells, donc au checkout et après checkout, la valeur moyenne par client a augmenté de 30%. Donc, c'est assez significatif. Donc, c'est-à-dire la personne, quand elle fait un ajout au panier, elle arrive pour passer sa commande. Donc, avant de rentrer ses informations de paiement, on lui donne un produit avec un, disons, 10%, 20% de rabais qu'elle peut ajouter directement. Et ensuite, lorsqu'elle finit de payer sa commande, tout est réglé, les frais de shipping sont payés, tout est là. On lui dit, en passant, veux-tu rajouter tel produit dans ta commande? Il n'y aura aucun frais de shipping supplémentaire. On te fait aussi un petit rabais pour le produit. Donc, la personne a simplement de faire un clic, c'est ajouté à la commande et c'est parti. Vous avez compris, UGC, ne pas lésiner sur les acheteurs, augmenter le average order value de votre client. Et aussi un point important qu'on traîne depuis 2021, je dois dire, l'engagement. C'est-à-dire que on avait noté sur le Black Friday 2021 que les gens qui avaient le mieux réussi, c'est ceux qui engageaient avec leur communauté tout au long de l'année, qui répondaient aux messages, qui répondaient en commentaire, qui stimulaient justement l'engagement social avec leur contenu, avec leur pub. Tu as aussi dit un truc très intéressant, c'est que lorsque tu réponds à un commentaire qui est sur une publicité, tu participes à l'expérience de cet utilisateur sur la publicité. Meta voit ça comme de l'engagement et on sait qu'on a un métrique à ce niveau-là qui s'appelle l'engagement rate ranking et qui va te positionner par rapport à des concurrents sur une même audience, à savoir est-ce que ta publicité elle génère de l'engagement et si possible de l'engagement positif. Donc ça trouve totalement son sens. Louis-Daniel, merci pour tous ces conseils, merci pour toutes ces informations. Est-ce que tu as envie de terminer sur un dernier conseil? Est-ce que tu as envie de clôturer l'épisode sur quelque chose en particulier? J'en ai dit beaucoup, donc le seul mot que j'ai à dire, c'est n'hésitez pas à investir pour votre acquisition de clientèle, trouver des façons d'augmenter la valeur du panier moyen et ayez une bonne balance dans votre compte entre publicité directe, design et publicité témoignage. Voilà. C'est ça. Et lâchez pas le momentum. Si vous avez du momentum, vous arrêtez pas tant que la plateforme vous dit pas le contraire. Exact. Écoute, merci beaucoup Louis-Daniel. Je vous remercie tous d'avoir été avec nous, de nous avoir écoutés. Si Social Selling vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre une petite note sur votre plateforme d'écoute, à nous mettre des commentaires aussi. J'adore les commentaires, j'adore vous lire, notamment sur Apple Podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.